qu'après avoir réalisé les films Requiem for a Dream, The Wrestler et The Fountain, Black Swan, que vous avez certainement, j'imagine, lu, qui est sorti en 2010, est le 5e long métrage de Darren Aronofsky. Donc, une sorte de conte de fées contemporain, Black Swan met en scène le personnage de Nina, interprétée par Natalie Portman, une ballerine pour le New York City Ballet. L'intrigue débute au moment où la nouvelle production du Lac des Cygnes est lancée. Et son directeur, Thomas Leroy, annonce qu'il cherche une nouvelle interprète pour le rôle principal, ou plutôt les rôles principaux, car celle-ci devra à la fois incarner le cygne blanc et son antagoniste, le cygne noir. Si Nina, candide et perfectionniste, présente le parfait profil pour le cygne blanc, il lui reste encore à faire ses preuves dans le rôle du cygne noir, qui est séducteur et chaotique. Le film dépeint cette plongée donc dans la part d'ombre de Nina, alors que celle-ci se transforme de l'intérieur comme sur scène dans une quête identitaire et artistique autodestructrice qui va la conduire au seuil de la folie. Dans un premier temps, j'aimerais aborder d'un point de vue visuel cette œuvre cinématographique qui est comme un miroir à double face, partagé entre la réflexion d'une réalité extérieure et la réflexion d'une psyché malade. Dans un second temps, nous verrons que niché dans ses reflets distordus que renvoient les miroirs à la danseuse, l'esprit anorexique hante indéniablement le film. Si la critique s'est largement attardée à la dimension schizophrénique suggérée chez le personnage, le potentiel portrait d'un sujet anorexique a été faiblement soulevé, outre que par les communautés virtuelles pro-ana, que vous connaissez peut-être, pro-anorexie. En effet, il y a plusieurs blogueuses, elles-mêmes en prise avec des troubles de conduite alimentaire, qui ont reconnu dans le personnage de Nina un archétype anorexique et se sont appropriés en tant que modèle de Thinspiration, dans le fond, de modèle de maigreur anorexique. Donc, c'est aussi une dimension du personnage que j'avais cru percevoir dès la première écoute du film et que j'avais envie d'investiguer plus en profondeur. Ma proposition est donc que si de nombreux spécialistes ont développé l'idée que les maladies de l'anorexie et de la schizophrénie présentaient une forme de comorbidité, Black Swan sera, à mon sens, une illustration de ce parallèle entre ces deux troubles mentaux caractérisés par une vision déformante sur soi et dont le miroir, loin de donner leur juste, témoigne de cette réalité subjective. Mon analyse se veut donc un regard sur les manières dont les dispositifs filmiques et réflectifs à l'œuvre dans Black Swan tendent à articuler la conjoncture de ces deux déséquilibres. Donc, plus qu'un élément du décor, le miroir est un motif visuel significatif dans Black Swan. J'ai pris des captures d'écran de toutes les scènes présentant des miroirs différents et j'en ai compilé plus d'une soixantaine. Le film en est vraiment saturé à un tel point qu'on finit soit par être absolument hypnotisé par leur présence ou au contraire, étrangement, par ne plus du tout les remarquer. D'un point de vue technique, les miroirs sont omniprésents dans le monde de la danse. Du maquillage dans les coulisses jusqu'aux salles de répétition, vraiment les miroirs sont partout. Le directeur Mathieu Loubatic souligne cette surenchère des miroirs qui, d'outils artistiques, deviennent véritables leitmotifs en s'intégrant dans Black Swan au récit. Les surfaces réflexives, comme le souligne Thérèse Després, la designer de production, ont été également largement exploitées vraiment sous toutes leurs formes. Par exemple, ici, la fenêtre du métro. Donc, cela témoigne dans l'univers de Nina de la convergence des regards vers son corps. Dans le cadre du ballet, les miroirs sont aussi là parallèlement pour fabriquer des corps identiques, répétitifs dans leurs mouvements comme dans leurs vitesses. La danseuse est donc ainsi installée et encerclée de tous côtés par les reflets démultipliés d'elle-même, ce qui installe une certaine rivalité non seulement envers les autres danseuses, mais aussi contre soi, ce qui sera le nœud du récit de Nina. Aussi, les miroirs sont là pour démultiplier le sujet, renvoyant fréquemment dans le film, non pas une image, mais plusieurs angles de vue sur le sujet, suggérant à la fois la complexité de l'être et la rivalité de ses reflets concurrents à l'œuvre. J'ouvre ici vraiment une mini-parenthèse. Donc, si le miroir tapisse le film comme on l'a vu, Black Swan, celui-ci fonctionne également en lui-même comme un miroir dans lequel Darren Aronofsky, le réalisateur, en tant que créateur, cède et peignerait à travers le personnage de Nina qui va s'autodétruire dans la mise à terme de son œuvre. Par cette mise en abîme du travail créateur, le réalisateur questionne la limite où l'artiste peut se perdre et littéralement s'abîmer dans sa création.
comme Aronofsky l'affirme lui-même, Black Swan et la mise en scène le reflètent sa propre relation qu'il entretient avec l'art et la création, ainsi que sa quête de perfection allant jusqu'au sacrifice de soi. Donc, c'est la fin de ma petite parenthèse. Donc, le film s'ouvre sur une esthétique sobre et factuelle qui rappelle le cinéma documentaire. La caméra à l'épaule représente la quasi-totalité de la technique de tournage du film et le fait que celui-ci soit tourné en décor réel et non pas en studio renforce son impression de réalité documentaire. Ce style donne un cadre très objectif à la mise en place de cet univers du ballet classique dans lequel va se développer le récit principal, soit le dérèglement psychique de Nina, qui lui sera essentiellement subjectif. Ainsi que le souligne Aronofsky, l'usage de la caméra portée permet de semer le trouble. D'une part, les spectateurs pensent voir un certain type de film au départ, plutôt documentaire, tandis que peu à peu des éléments inquiétants viennent les surprendre. Il dit « Je souhaitais à la base saisir l'effort fourni par les danseurs et leur douleur, mais cette façon de filmer suscite aussi une forme d'inquiétude parce qu'on partage les hallucinations de Nina. » Donc au fil de son écoute, Black Swan se révèle bel et bien être un thriller psychologique utilisant les mécanismes et les figures du récit fantastique pour articuler son intrigue, figure étant en partie le double. C'est à partir donc de l'idée d'un double machiavélique qui hantait Aronofsky que s'est greffé par la suite le concept du ballet du lac des cygnes, qui présente en lui-même d'ores et déjà le récit de cette rivalité duel. En résumé, il s'agit de l'histoire du cygne blanc, qui est une jeune fille prisonnière d'un corps de cygne et qui ne peut être délivrée que par l'amour d'un prince. Or, lorsque ce prince vient à passer, et au moment où l'amour se développe entre les deux, le cygne noir, le jumeau mesquin du cygne blanc, va séduire le prince. Donc, au désespoir, le cygne blanc va finir par se tuer en se jetant du haut d'une falaise. Donc, à la différence de la version originale du ballet classique, dans la version d'Aronofsky, il n'y a pas deux interprètes qui incarnent les deux rôles des cygnes, mais bien une seule, comme on l'a vu, Nina. L'ennemi est donc intériorisé et préfigure ainsi le combat intérieur que va vivre Nina, choisie pour incarner les deux rôles. Donc, dans ce cadre compétitif à la base du ballet classique, Lily, la nouvelle danseuse, n'est pas le seul double projeté de Nina. Le récit du film est peuplé de reflets rivaux de la ballerine qui semble vraiment se perdre dans une galerie au miroir à l'échelle de son existence. Entre autres, on retrouve la figure de Beth, qui est la danseuse étoile déchue à laquelle Nina aspire ressembler, et celle aussi de la mère de Nina, qui espère voir sa fille réussir là où elle-même a échoué. Les relations qu'entretiennent Nina avec ses doppelgangers entremêlent désir et rivalité à l'image de la relation amoureuse que Nina cultive envers elle-même. Comme le remarque très justement Olivier Pourriol dans son excellent article Black Swan, le lac des cygnes, SILG, la folie naît ici quand Nina se laisse hanter par ce modèle du désir qu'elle rejette, car le double rejeté revient inévitablement sous forme d'hallucination. C'est ainsi qu'hantée par ce double qu'elle s'évertue à rejeter, Nina va sombrer dans la schizophrénie. Donc, à l'écran, au fur et à mesure que les tensions internes vont augmenter, Nina va visualiser de manière intermittente son propre visage sur celui des autres personnages, particulièrement sur celui de sa némésis principale, Lily. Suite à ces apparitions, la caméra cadre souvent l'espace vide ou le visage inaltéré de la personne, témoignant de la nature hallucinatoire de ses visions narcissiques. À ce titre, Black Swan est une plongée complètement immersive dans les méandres schizophréniques de Nina, réalité subjective exprimée par un univers cinématographique inspiré de l'expressionnisme allemand. Comme le commente le directeur photo Mathieu Libatic, c'est une sorte de réalité stylisée, dans laquelle l'environnement se fait le reflet du tourment intérieur qu'éprouve le personnage principal. De cette manière, de troublantes hallucinations se manifesteront au cours du film. Et ces visions-là vont toujours revêtir un caractère violent ou automutilatoire, et ces scènes sont majoritairement transmises à l'écran par le reflet qu'en offrent les miroirs, soulignant ainsi leur nature délirante. Lorsque la caméra va revenir sur l'état réel des choses, on peut le voir suite à l'automutilisation, le doigt va demeurer intact. Donc lorsqu'on vient à l'état réel des choses, c'est-à-dire hors miroir, on reconnaît en même temps que la protagoniste que rien ne s'est véritablement passé.
Aussi, la proximité de la caméra à l'épaule, toujours située très près ou derrière Nina, fait partager l'impression de partager aux spectateurs ses hallucinations. Donc, les hallucinations prennent ainsi de plus en plus de place en augmentant en quantité et en intensité durant le récit au fur et à mesure que Nina va pénétrer son ombre. Donc, la psychose du personnage s'exprime par des délires non seulement visuels, mais aussi auditifs. Souvent, on va entendre des rires moqueurs, des respirations qui accompagnent les visions. Atteignant une crise dans laquelle les visions s'enchaînent à un rythme effréné, la danseuse va finir par se noyer dans ses reflets hallucinés en entraînant avec elle le spectateur dans une confusion totale des réalités, par exemple lors de la finale de la représentation du lac des Cygnes. Pour revenir à la thèse principale de ma présentation, selon moi, cet état psychotique qui est évoqué dans Black Swan évolue à partir d'une dimension anorexique qui peut être repérable dans le personnage de Nina. La présence d'une comorbidité entre ces deux troubles mentaux a été confirmée par plusieurs chercheurs. Entre autres, le docteur Starro, oui, je sais, c'est un nom assez spécial pour un docteur. Le docteur Starro a étudié de tels cas d'anorexie et schizophrénie et selon lui, les symptômes, je le cite, les symptômes psychotiques sont un trait récurrent chez les troubles alimentaires et d'après les études récentes, les déficits neurocognitifs d'interprétation chez les anorexiques seraient partiellement communs avec la schizophrénie. Donc, ce déficit neurocognitif chez l'anorexie serait causé par plusieurs facteurs tels que la malnutrition extrême jointe à un indice de masse corporelle bas, un état hautement obsessif, des désordres affectifs concurrents et des débalancements hormonaux et électrolytiques. Aussi, d'après ces analyses sur les états de famine, chez les patients en sous-poids sévère, des désordres mentaux peuvent être fortement attendus. Toujours selon Starro, les cas d'anorexie-schizophrénie se caractérisent par différents symptômes. On retrouve des illusions somatiques et des hallucinations qui sont les traits les plus prévalents, suivis des délires à contenu paranoïaque. L'illusion somatique, qu'est-ce que c'est? En gros, donc, elle se définit par une altération de la perception de la corporité dans laquelle le sujet va s'imaginer que son corps ou une partie de son corps a été accidentée ou altérée. Ces observations rejoignent les phénomènes psychiques qu'on peut observer chez Nina à travers le film, avec ses visions distordues du corps, ses hallucinations visuelles et auditives, mais aussi à travers ses délires à contenu paranoïaque. Donc, pour revenir à Starro, le comportement paranoïaque, tel qu'en fait preuve Nina, par exemple, à l'égard de Lily et des autres danseuses, serait aussi prévalent chez les sujets anorexiques d'une grande maigreur. En regard de ces observations globales, il m'apparaît que ce profil en filigrane un portrait anorexique chez Nina derrière une dimension psychotique qui était peut-être plus illustrative dans le film. De manière très synthétisée, l'anorexie se caractérise par une perte de poids pondéral importante qui est volontairement provoquée par le sujet par une diminution ou l'arrêt de son alimentation. Il s'agit d'une maladie qui est essentiellement féminine. 9 cas sur 10 sont de sexe féminin, ce qui justifie l'utilisation simplifiée du genre féminin pour désigner les sujets anorexiques dans le cadre de ma présentation. Selon Hilde Bruch, qui est une psychanalyste et psychiatre pionnière des recherches sur les troubles de conduite alimentaire, il y aurait 3 caractéristiques essentielles et inhérentes à l'anorexie mentale. La première est qu'il y a une perception presque délirante du corps, un trouble de l'image corporelle chez le sujet. Deuxièmement, une confusion des sensations corporelles. Le sujet ne sait plus reconnaître ses besoins et passe ainsi outre ceux-ci. Et finalement, un sentiment exagéré d'inefficacité qui va conduire l'anorexique dans une anxiété de performance. Selon Bruch, ces 3 aspects témoignent de l'expression d'une idée de soi défectueuse, de la peur d'un vide intérieur et de la peur d'avoir quelque chose de mauvais en soi. Dans le cas de Nina, ce mauvais en soi serait la partie d'ombre et inconnue d'elle-même, ce black swan sexuel et pervers qu'elle réprime et qu'elle projette sur les autres, ses doubles, l'amenant à croire que ce sont les autres qui la menacent. Des 3 caractéristiques principales soulevées par Bruch découlent plusieurs traits étudiés par le chercheur Bernard Brusset dans son étude « L'assiette et le miroir », traitant d'anorexie mentale. Ces traits, qui sont tous interreliés, composent une sorte de portrait robot qui correspond à la manière dont est, selon moi, dépeint le personnage de Nina et permettrait de comprendre la dimension anorexique dans sa quête.
On remarquera que tous ces traits se rattachent à une angoisse par rapport au corps et à ses manifestations et sont liés au désir de n'être qu'un pur esprit, tendant ainsi à réduire le corps à une image ou un reflet. Lorsqu'on pense à l'anorexie, le premier cliché ou la première image qui nous vient à l'esprit est celui d'une jeune fille maigre qui observe dans le miroir son reflet déformé. Chez le sujet anorexique, la problématique du miroir est importante car il y a bel et bien perturbation de la perception de l'image de soi. L'anorexique souffre de dysmorphophobie qui rejoindrait d'une certaine manière le phénomène psychotique d'illusion somatique qu'on a vu tout à l'heure dans la psychose, qui était une vision hallucinée de son corps ou de l'une de ses parties. Ainsi, les scènes où Nina hallucine une déformation d'une des parties de son corps tapissent vraiment le film, témoignant d'une réelle préoccupation du sujet pour son physique et pour son image. Toujours par rapport au corps, selon Brusset, pour l'anorexique, la sexualité comme les changements corporels de la puberté sont source de gêne et d'angoisse, car chez ces patientes regrettent souvent leur enfance et imaginent un avenir en dehors de toute sexualité. Rejoignant cette répression, le personnage de Nina présente une pudeur quasi absolue. Elle n'a jamais connu de partenaire affectif ou sexuel et elle s'empourpre lorsque son directeur, Thomas Leroy, lui fait allusion au sexe, comme on le voit ici à l'écran. Le personnage déluré de Lily, quant à lui, incarnerait cette sexualité assumée et épanouie que Nina rejetterait. Aussi, les doubles de soi que Nina hallucine, non, c'est bien ça, sont souvent projetés lors de situations à caractère sexuel, témoignant d'une réelle angoisse par rapport à la sexualité et au devenir mature de son corps. À ce chapitre, il n'est pas anodin non plus que l'insulte destinée à Nina, écrite au rouge à lèvres sur la vitre d'un miroir, est whore, un terme sexuel à caractère péjoratif. Comme je viens de l'évoquer, le rapport à la sexualité de l'anorexique s'inscrit dans une sorte d'enfance prolongée, témoignant d'un refus de vieillir et de se détacher de la cellule familiale et ainsi de se constituer en tant qu'être sexué à part entière. Nina est dépeinte donc comme une femme-enfant. Elle a 28 ans, vit chez sa mère qu'elle appelle mamie. Elle parle d'une voix fine et fragile qu'on peut qualifier d'infantile. Et on pénètre aussi à plusieurs reprises dans sa chambre rose, vraiment comble de toutou. Donc, chez l'anorexique, cette préservation d'univers prépubère témoignerait, selon Brusset, d'une profonde anxiété face à la séparation et au désir autonome du corps, anxiété à laquelle participent à la fois Nina et sa mère dans Black Swan. Donc, conséquemment, Brusset traite du lien particulier qu'entretient l'anorexique avec la cellule familiale, lesquelles entrent souvent en relation d'interdépendance. Dans le film, Nina nous est présentée comme étant le prolongement de sa mère et de ses ambitions, en même temps qu'elle en est sa rivale qui va venir éventuellement la déclasser. Sa mère, on la voit dans le film qui la déshabille, l'aborde, l'idolâtre. Elle peint même des portraits de sa fille à n'en plus finir. Pour faire le pont avec la question de l'enfance, on sent dans plusieurs scènes l'inconfort que Nina éprouve dans cette relation infantilisante. Et on sent qu'elle aimerait pouvoir couper le cordon, mais qu'elle en est strictement incapable. Cela signifierait, entre autres, qu'elle n'est plus une fille, mais une femme mature, au corps maintenant sexué et d'une certaine façon hors de contrôle. Pour pallier à son sentiment exagéré d'inefficacité, tel que le proposait Yves de Bruch à la base, l'anorexique, selon Brusset, s'impose des barèmes de performance exigeants et stricts qu'elle se doit d'atteindre. Dans le cas de Nina, celle-ci n'aspire rien de moins qu'à être parfaite, comme elle l'avouera ouvertement à Thomas Leroy, qui est son directeur. Pour Bruxelles, il s'agit d'un fantasme tout à fait classique chez les sujets anorexiques pour qui l'atteinte de perfection représente un objectif de fixité et de pérennisation de soi. Donc, l'aspiration à la perfection qui irait de pair d'une certaine façon avec un désir de contrôle et aussi avec sa contrepartie, une phobie de perdre ce contrôle. Et comme l'observe Brusset, chez ces sujets, l'angoisse de la séparation, jointe à une personnalité obsessive, se reflète dans une peur viscérale de perdre le contrôle. On peut facilement observer dans Black Swan la volonté de contrôle qui est un trait dominant chez Nina. À plusieurs reprises, Thomas Leroy lui remet en pleine figure qu'elle est gouvernée par la peur et qu'elle devrait apprendre à lâcher prise
pour parvenir à créer quelque chose de moins figé en dehors de la fixité de l'image qu'elle s'évertue à incarner. Donc, le dernier point dont parle Brusset est celui d'automutilation. Donc, pour se punir, notamment lorsqu'elle ne sent pas qu'elle atteint une forme de perfection ou qu'elle n'est pas satisfaite de soi, ce qui génère un stress important, l'anorexique a tendance à s'automutiler. Il est certain que l'arrêt ou la réduction de l'alimentation est en soi un acte automutilateur, mais l'anorexique peut également s'infliger des formes physiques de violence plus concrètes. Dans le cas de Nina, on découvre rapidement une plaie sur son dos dont l'origine est inconnue, mais qui ferait écho à des séances d'automutilation passées, si l'on accroît sa mère qui lui hurle « You've been scratching yourself again. I thought you were done with this, Nina ». Donc on sent que c'est déjà dans son profil. Les scènes d'automutilation ou de corps mutilés, toujours cadrés en gros plan, sont vraiment tapissent le film et viennent insidieusement ternir l'aspect immaculé de la ballerine, révélant à la fois le revers de sa perfection et son prix. Quant à l'acte d'autodestruction finale de Nina, lorsque celle-ci se tue avec un bris de miroir planté dans son abdomen, lui correspond à l'accomplissement de soi. Pour elle, mourir, c'est avoir le sentiment de prendre le contrôle de soi et de sa vie et lui permettre de s'accomplir. Pour faire un lien avec la répression de la sexualité que j'ai évoquée tout à l'heure, je ne sais pas si c'est juste moi, mais il me semble que les gros plans sur la pénétration du miroir dans l'abdomen de Nina allient une forme de connotation sexuelle à l'acte de suicide de la Vierge, à la fois ainsi pénétrée et tuée par son propre reflet, une première pénétration qui signe à la fin de son existence. Parallèlement, l'anorexique n'est parfaite ou complète que dans sa destruction totale dans laquelle elle performe l'acte ultime de contrôle sur soi, mais aussi où elle fixe son image pour l'éternité. Sauf que paradoxalement, pour l'anorexique, comme pour Nina, la mort est anéantie tout à la fois l'ombre et la lumière, le soi et son double, et l'être et son reflet. En conclusion, ce sera très bref parce que j'ai déjà dépassé mon temps, je suis désolée. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le traitement de la complexité dans Black Swan qui propose, à mon sens, une exploration définitivement novatrice de cette figure du miroir et enrichirait son utilisation au cinéma. D'une part, à la fois omniprésent, trompeur et révélateur d'une subjectivité, les reflets contribuent à déstabiliser le spectateur en opérant un décloisonnement spatio-temporel provoquant une impression d'irréalité qui ne doit pas s'en rappeler la confusion schizophrénique. D'un autre côté, et peut-être conjointement, les éléments réflexifs esquissent dans le cadre compétitif et restrictif du ballet classique une dimension anorexique au personnage de Nina, dimension s'assimilant à son portrait psychotique, lui aussi reflété à travers les miroirs déformants. Finalement, pour rejoindre l'idée de Pourriol, pour qui la morale de Black Swan serait que ne faire qu'un avec son ombre, ce n'est pas de passer de l'autre côté du miroir, mais de se compléter et de deux devenir un en acceptant son double, j'ajouterais que parallèlement, pour guérir, l'anorexie devra apprendre à vivre avec son corps et son reflet, car comme le relève Thomas Leroy à Nina, la seule personne lui barrant le chemin est elle-même. Voilà, je vous remercie.